Sur le mont du Scorpion, Vézelay fascine depuis des siècles. Elle attire et impressionne. On dit qu'il faut la gravir à pied, comme les pèlerins attirés là par la relique de Marie-Madeleine sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Une ville ouverte et lumineuse, mais aussi créative. Ils sont amoureux des arts, musiciens, croyants ou viticulteurs. Ils vivent et font vivre ce vieux rêve, accroché à cette colline pas comme les autres. À la fois attachante et rebelle, sacrée et profane, on l'a dit éternelle. Vézelay rayonne d'une intensité rare, ici, dans le cœur de l'Yonne, en Bourgogne. À Vézelay, Maria Cuny est vigneronne. Ici, elle connaît tout le monde. Et même si au cœur de l'hiver, la vie du village est plus calme, il existe entre les habitants une vraie solidarité qui perdure tout au long de l'année. Bonjour mon Bonjour Maria. On va tailler. Comment ça va? Très bien, quand c'est parti. Oui. J'ai mes bottes. T'es équipé. On peut y aller. Donc je vais pouvoir t'apprendre à tailler. J'espère que tu as un sécateur de compétition. Bah écoute, il est là, il est chargé. Ce matin, elle vient partager avec Casimir, le patron de l'hôtel Compostelle, un moment important dans le travail de ses vignes, qui ne se pratiquent qu'en cette saison, quand les cèpes sont au repos. Et t'as une belle parcelle là, c'est vraiment. Il y a une 50aine d'arbres, mais c'est quand même magnifique. Et en plus, c'est des pieds vraiment qui méritent d'être rénové, mais très intéressant à travailler. D'accord, moi j'y passe de temps en temps à vélo. Sur les coteaux du village, juste en contrebas des remparts, Maria cultive son vignoble selon les principes de l'agriculture biologique. Pinot noir, gamay, chardonnay et melon de Bourgogne. Dis-moi Maria, ça fait quand même un petit moment qu'on plante ici à Vézelay le vin. Ouais, depuis les Romains, non? Voilà, tu as tout à fait raison. Ça a été implanté par les Romains, développé par le clergé. C'est vraiment la représentation du lien à l'origine, où la vigne était la première économie à Vézelay. C'est-à-dire que tous les coteaux qu'on va aborder étaient vraiment pourvus de vignes. Et c'était aussi pour nous une responsabilité de pouvoir réimplanter ce vignoble et redonner sa vraie dimension historique. Alors Maria, qu'est-ce qu'on va faire là? Montre-moi. Eh bien, il s'agit de pouvoir sélectionner les bois qui vont pouvoir prévoir la vendange de l'année prochaine, en fonction de leur taille, de leur croissance, enfin de leur vigueur et de la façon. Et comment tu vas choisir alors? Il y a des choses qui sont obligatoires ou c'est toi à l'œil comme ça, tu coupes un peu là où ça te semble juste? On va privilégier justement le support qui vraiment va porter la vendange de l'année prochaine. Tiens, je te confie... Alors, la charpente. Le premier temps, bien compris, et il ne faut surtout pas laisser tes doigts. Non, là, surtout pas. Ici, hein, Maria. Voilà. Fais attention à tes doigts toujours. Ah, donc là, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On lui fait le petit... nettoyage. J'ai l'impression d'être un vigneron. Travailler avec ce paysage dans une vigne comme ça, c'est vraiment contact avec la terre, c'est vraiment pas déplaisant, c'est une sensation très agréable. Le vignoble de Vézelay produit des vins rouges légers et des blancs fruités. L'appellation d'origine contrôlée Bourgogne-Vézelay est récente. Elle date de la fin des années 90. Mais elle fait appel à un terroir ancestral. Les Gallo-Romains cultivaient déjà ici leurs vignes. C'est grâce au clergé que le vin prendra toute son ampleur. L'implantation d'un monastère de bénédictins au IXe siècle a donné un véritable essor au vignoble. L'histoire monastique à Vézelay est toujours bien vivante. Aujourd'hui encore, chaque jour, on célèbre à midi la liturgie des heures, en polyphonie à 4 voix par l'ensemble des moines et des moniales de l'abbaye réunis dans le chœur. À quelques pas de la basilique se trouve la maison de l'icône tenue par Anne-Marie Bonhomme.
Cette ancienne religieuse peint ici des images pieuses. Sa porte est toujours ouverte. Pour apprendre, pour découvrir, pour peindre ou simplement pour admirer son patient et minutieux travail de composition. À sa manière, elle participe à cette tradition mystique et créative qui accompagne Vézelay. D'ailleurs, pour Anne-Marie, on ne dessine pas une icône, on l'écrit. Moi, j'écris pour celui qui vient me commander une icône. Ils viennent me demander une icône et je leur fais une icône et je leur promets de prier pour eux. Alors, prier, c'est parler à Dieu. De ces petits bobos ou des bobos des autres. Mais ce n'est pas des mots et des phrases, c'est des mots tout simples. Voilà. Même se fâcher avec Dieu, c'est encore de la prière. Donc on peut se fâcher avec Dieu. Moi j'aime bien. De temps en temps, je me fâche avec lui. Oh, Maria. Comment tu vas, Anne-Marie? Oh, ça va? Oui, bien. Je ferme? Oui, tu fermes. Parce que là, le chauffage, il ne passe pas pour le tout. Il fait beau chez toi. Ah oui, c'est bien. Je peux laisser la veste là? Oui, oui. Pour une fois que je travaille. Ah, qu'est-ce que tu fais de beau? Mais je t'ai préparé du boulot. Ah bon? Je savais pas ça. Bon, tiens. Je pensais que je venais admirer tes peintures. Non, 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 non. Alors maintenant, tu te rappelles? Oui. Tu ne bouges plus, enfin, Oui. Tu ne lâches jamais plus la feuille. Toutes les lignes que tu vois, tu les fais, mais tu ne fais pas celles que tu ne vois pas. Tu n'inventes pas. Faut marcher. D'accord. C'est l'icône de saint Thomas. Saint Thomas qui s'écrit « Oh mon Seigneur et mon Dieu quand il dit « Moi je ne crois pas, ça je n'ai pas vu. Hein. » Oui. Faire l'icône, qu'est-ce qui me plaît? C'est que c'est l'instant présent. Et ça, j'en avais besoin. L'instant présent de dessiner, l'instant présent d'être là. Par une icône, on est face à nous-mêmes, face du Christ, face à nous-mêmes. Et ça nous met en question, parce qu'il y a des choses cachées en nous, et que par l'icône, ça permet de les mettre en mouvement, de les mettre en souvenir. Et concrètement, toutes les choses du monde, là, passe par le pinceau, par le crayon. C'est concret. Par les couleurs. Parce que un Dieu qui se balade et qui est, on dit qu'il est omniprésent et qu'il ne serait jamais là. Non, il est là, au travers de tout. C'était important de venir à Vézelay, faire les icônes, ici dans la colline? Ah oui, venir habiter à Vézelay, je suis tombée amoureuse de Vézelay. Sans m'en rendre compte, mais je suis quand même revenue. Bon, là, les pas des dieux sont... Pas de Dieu, ou ma voiture, quoi. Ma voiture est quand même... Des touristes qui passent ici. Mais ça, c'est important. Pour moi, c'est le monde. Voilà. Surtout l'été. Ça me permet d'accueillir. Mais Vézelay, c'est un lieu magique pour moi. C'est un lieu de rencontre et c'est magique. Pour moi, Vézelay, c'est ça. Vézelay est une colline qui a toujours attiré les hommes en quête de spiritualité. La première implantation des moines bénédictins date du IXe siècle, suivie par les franciscains au XIIIe. Aujourd'hui encore, les frères et les sœurs de la fraternité de Jérusalem animent la vie religieuse de la communauté. Pour Maria, cette histoire est à connaître. On va rencontrer frère Grégoire à la basilique. Okay. Elle souhaite que Victorien, qui vend son vin dans la rue principale, puisse la transmettre aux visiteurs de passage. Bonjour Maria. Comment vas-tu? Pas mal du tout. En forme? Ravi. Bonjour. Je te présente Voilà, Victorien. enchanté. Victorien travaille à mes côtés. Ah, tu connais pas? Non, pas du tout. Alors, regarde la façade. Elle est un peu mélangée, cette façade. Une partie date de la période romane, XIIe siècle. Et on voit les arcs en plein cintre là. Puis toute la partie centrale a été largement modifiée dans la période gothique, fin du XIIIe siècle. Et puis il y a toute une partie aussi qui a été restaurée par Viollet-le-Duc, Eugène Viollet-le-Duc, au XIXe siècle. C'est lui qui a restauré la basilique qui était en ruine à cette époque-là. Tu vois, sur la partie centrale, il a refait carrément le tympan, avec un jugement, une scène de jugement dernier. Alors on voit que cette façade, elle est encore un peu de bric et de broc. Elle a perdu son unité et pour autant, elle a quand même beaucoup de charme, tu vois. La basilique Sainte-Marie-Madeleine est l'un des plus beaux ouvrages romans de France. Dans les années 1840, elle fut sauvée de la ruine par Viollet-le-Duc, alors jeune architecte des monuments historiques. Cette rénovation radicale avait fait polémique.
À cette époque, on réinterprétait sans forcément se soucier des intentions des premiers bâtisseurs. Mais aujourd'hui, ces façades font partie de l'histoire. À la fois romane, gothique et rénovée au XIXe, elle a été pendant près de 3 siècles l'un des principaux lieux de pèlerinage de la chrétienté sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Alors là, tu vois, on est comme pour les pèlerins du XIIe siècle qui arrivaient en grand nombre. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Et qui passaient la porte. On va rentrer. Alors, regarde, tu vois ici, on est déjà dans la basilique et pour autant, on n'est pas encore arrivé dans la nef. Il y a comme une pièce intermédiaire. Ça s'appelle le narthex. C'était une zone où les pèlerins se retrouvaient et se préparaient à rentrer dans l'église. Et alors tu vois, on trouve ici un grand livre de pierre qui est ouvert, avec une magnifique iconographie. Alors évidemment, au milieu, c'est le Christ en gloire, qui a les bras ouverts comme pour nous accueillir. Puis tu vois, là, il y a le plissé du vêtement du Christ qui est merveilleux. Les apôtres tout autour. Et puis on a développé toute une iconographie au XIIe siècle, et notamment toi qui travailles dans le vin, tu vois, là, autour des médaillons, là. Alors évidemment, il y a le travail de la vigne. On trouve un petit peu par là-bas le viticulteur qui travaillait la vigne. Alors cette iconographie est très déployée et avait vraiment pour but d'aider les pèlerins à se préparer. On va rentrer dans la nef. Tu vas voir une chose très impressionnante, c'est la lumière dans cette nef. Tu vois la perspective avec la progression de la lumière. Ça parle? Quel effet ça te fait? Ce qui marque le plus, c'est la structure architecturale. Ouais. Il y a une vraie progression. Tu vois, du plus sombre vers le plus lumineux. Le cœur gothique, là, il est en pleine lumière. Tu vois, il y a des choses très intéressantes. La couleur de la pierre qui est plutôt brune, alors que dans le chœur, on a un calcaire très clair, très lumineux pour accentuer la progression. Imagine tous les pèlerins qui sont passés ici et qui pouvaient vivre en quelque sorte en marchant dans cette nef, du plus sombre au plus lumineux, comme un pèlerinage en concentré, tu vois. C'est évidemment la lumière, ça évoque la plénitude. Mais je crois que, croyant ou pas croyant, tout le monde ressent qu'il y a quelque chose qui parle dans cet édifice. Sous le chœur de la basilique, dans l'ancienne crypte carolingienne, ont été conservées et exposées depuis le Xe siècle les reliques de Marie-Madeleine, contemporaine de Jésus. À la fois on met les pieds et on met la tête. Ici, pendant des siècles, des rois se sont recueillis. Des foules immenses de pèlerins sont venus vénérer ces reliques qui ont fait de Vézelay un des hauts lieux de la chrétienté. Nous voilà dans la crypte. Je vais ouvrir la grille. D'habitude, ça reste fermé, ce lieu. C'est juste pour nous, Victoria. On a de la chance. Ouais. Magnifique. Alors, on retrouve la relique de Marie-Madeleine, qui est une des côtes de la Sainte. Et au Moyen-Âge, il y avait un corps tout entier. Et les pèlerins venaient vénérer ces reliques. Tu as déjà vu des reliques dans d'autres endroits? Non, c'est la première fois. Et le reste a été volé? Alors le reste a été en fait détruit au moment des guerres de religion. D'où provient ce culte, justement, où ces pèlerins venaient vénérer Les cultes des reliques, ça date dès les premiers temps du christianisme, où les chrétiens mouraient martyrs souvent, et les ossements des martyrs ont toujours été vénérés. Et ça, c'est une tradition qui date vraiment des tout premiers temps du christianisme. Mais tu sais, tous les pèlerins ne pouvaient pas descendre ici. C'était les privilégiés qui descendaient ici. Au XIIe siècle, c'est un lieu très protégé, très confidentiel, on pourrait dire, vraiment. Bien sûr, on accueille beaucoup de visiteurs qui ne sont pas chrétiens, et c'est tant mieux. Mais pour autant, ma communauté, mes frères et sœurs et moi-même, on est là comme pour les accueillir et puis pour continuer cette tradition à la fois de la prière, de l'accueil et de la recherche de Dieu. Donc je me sens vraiment à ma place ici, parce que c'est un lieu très très profond. Il faut se rappeler que les premiers viticulteurs, c'était
mes prédécesseurs, les moines au XIe et XIIe siècle. On n'a rien inventé. On est juste là avec humilité aussi. Mais je suis bien content que vous continuiez à faire du vin. Ah, Merci. Je t'en prie. C'est ça aussi la vie. De Vézelay, le Corbusier disait « Ici, la grandeur est partout, par la justesse et l'intention, chacun est à sa place ». Au fil des siècles, des peintres, des écrivains, des architectes, des amoureux des arts se sont eux aussi attachés à cette colline et ont ajouté leurs pas à ceux des pèlerins. Jules Roy, Romain Rolland, Picasso, Max-Paul Fouchet ou encore Georges Bataille, Paul Claudel, Vézelay attire et accueille les artistes. Ce bourg chargé d'histoire est aussi devenu un vrai lieu de création. Ce qui est arrivé depuis un moment, c'est Jésus. Ce qui est annoncé. Thaumaturge, ça il te le faut aussi pour le prochain. Pour la conférence du 19 Pour la décembre. conférence. Avec sa femme, Laurent Equet tient la librairie dans la rue principale. Originaire de Paris, pour lui, Vézelay a été un vrai coup de foudre, une évidence. À Vézelay, on se sent porté par un mouvement. Très vite, on sent qu'on n'inscrit ses pas dans tous ceux qui, avant, nous ont précédés. On se sent porté par quelque chose. Pour reprendre la très fameuse expression, les nains juchés sur les épaules des géants qui nous précèdent. On se sent inscrit dans une sorte de mouvement, de tradition, et en même temps, c'est très vivant, c'est pas tourné vers le passé. Moi, je le ressens très fortement comme ça, en tout cas, c'est comme un tremplin. Voilà, on vient ici pour prendre un élan. Si je pense à une image forte qui évoque ce que peut être le sens d'une vie pour moi, ici à Vézelay, je pense à un vaisseau amarré puissamment au sol, mais prêt à s'élancer vers le large. De tous les artistes qui ont écrit, peint ou composé à Vézelay, Jules Roy a tissé des liens particuliers avec la colline. C'est ici que l'écrivain terminera son œuvre, léguant sa maison à la ville, qui en a fait un musée consacré à la création littéraire et une résidence d'artistes. Emmanuel Schwartz est là pour accueillir tous ceux qui passent la porte. Je suis ravie de t'accueillir dans cette maison, d'autant plus que tu l'as connue à l'époque où Jules Roy était encore présent. Oui, je suis venu ici il y a à peu près 25 ans, à l'invitation de Jules Roy. Et à chaque fois que je reviens ici, j'ai l'impression qu'il va surgir quelque part. Jules Roy a eu plusieurs vies. D'abord militaire, durant la Seconde Guerre mondiale, il a quitté l'armée, révolté par les guerres coloniales en Indochine et en Algérie. Il devint écrivain et inlassablement dénonça les atrocités commises par l'armée française. Je ne veux rien prouver. Je veux tout expliquer, je veux tout raconter. Quand je me mets à écrire l'histoire, le roman, il faut que ça vive. Du séminaire à l'armée, de Pétain à De Gaulle, de l'Algérie française à l'Algérie indépendante, il n'aura jamais cessé de se remettre en question tout au long de sa vie. Proche de Saint-Exupéry, de Joseph Kessel et surtout d'Albert Camus, son parcours est celui d'un homme épris de liberté. C'est vrai que c'est touchant de voir tous ces documents qu'on conserve ici. Donc il y a là des cartes avec l'écriture de Jules Roy. Ce sont des notes de travail, en fait, presque des fiches documentaires. Tout à fait, on a des centaines de documents. Là, il parle de Vézelay et de la force de séduction que le lieu exerce sur lui, qu'il essaye de définir. C'est précieux, ces choses-là, parce que tout n'a pas été publié malgré tout. On a des petites choses comme ça qui restent un peu à l'état de documents bruts. Et puis des photos, là qu'on voit, soit des cartes postales que les amis lui envoient, soit des photos. Là, on le revoit dans son parc, et c'est vrai que c'est touchant. Pour Vézelay, c'est vraiment une chance que nous puissions, comme le souhaitait Jules Roy, conserver un lieu vivant pour la littérature, puisqu'à la fois on y organise des soirées littéraires, des conférences, mais surtout c'est un lieu où nous accueillons toute l'année des écrivains en résidence. D'après toi, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait eu comme ça autant d'écrivains qui ont été attirés et qui sont venus écrire, vivre, travailler ici dans ce village ? J'imagine qu'un écrivain a dû en appeler un autre, selon un processus de transmission assez naturel. Mais en même temps, je crois qu'il y a une force inhérente au lieu, qui exerce une grande séduction sur les esprits, pas seulement sur les écrivains d'ailleurs, et qui fait qu'ils se sont passés le relais, le flambeau en quelque sorte. Parce que je constate que l'immense majorité des écrivains qui sont venus ici sont plutôt des rebelles, des gens très engagés, voire même des révoltés. Pas spécialement des figures de dévotion au sens classique du terme. On pourrait penser qu'à Vézelay, on attire des écrivains d'un certain genre uniquement. Non, ici on a des gens qui posent question, qui se révoltent, qui se dressent, et qui sont plutôt des combattants. Vraiment, on peut se demander pourquoi il y a quelque chose de mystérieux dans tout ça.
On se demande tous pourquoi, moi aussi je me demande pourquoi, et je me demande aussi parfois pourquoi je me suis installé ici d'ailleurs, hein. Nous sommes nombreux dans ce cas-là. Je n'ai pas de réponse précise parce que c'est totalement irrationnel. Et quand je me souviens avoir posé la question une fois à Jules Roy, et il m'avait répondu de manière très poétique, je crois d'ailleurs qu'il l'a écrit ensuite dans un de ses textes sur Vézelay, il m'a dit « On vient ici pour écouter chanter le vent qui nous emporte ». Ce n'est pas le ciel et ses nuages de beau temps qui font luire les toits et les tours de Vézelay, c'est Vézelay qui supporte le ciel et les astres, écrivait Jules Roy. Aujourd'hui encore, des artistes et des créateurs font vivre ce doux rêve dans la cité. Chaque été, elle se transforme pour ses rencontres musicales. Au programme, les meilleurs ensembles d'Europe autour de la musique sacrée, dans un cadre simple, convivial et prestigieux. Musique de la Renaissance, contemporaine, mais aussi baroque, classique, romantique ou jazz. Ici, les genres et les styles ont tous le droit de citer. Des dizaines de concerts, des milliers de spectateurs qui font de Vézelay un des hauts lieux de l'art vocal. Aujourd'hui, la prochaine saison est en préparation à la Cité de la Voix, au cœur du village. Roger Marty tient l'hôtel de la Poste. Il vient faire le point avec Nicolas Buchet, le directeur du festival. Oui, salut Marianne. On a la biographie de Musica Humana et de... Son établissement est un formidable outil de création indispensable à la vie culturelle du village. Il accueille des musiciens en résidence, organise des concerts hors saison et anime toute l'année la vie de Vézelay. Oui. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Ah bonjour Roger, ça va? Très bien, je te remercie. Tu as quelques minutes à m'accorder? Oui, c'était prévu. Les réservations tombent pour le week-end de Pâques. Ok, super. Voilà, là par exemple, c'est notre grande salle de travail. Oui, très, très impressionnant les instruments. Ça va, ça a été l'été? Ah oui, ça a été un très bel été. Comme nous, il y a eu du monde cette année quand même, c'était une belle année. Oui, une très belle année, et puis je pense que on a eu une belle fréquentation, et notamment avec les rencontres musicales. Et tu as donné une autre orientation, je dirais artistique, cette année, où c'est un spectre large. En fait, on essaye de mixer à la fois des chefs-d'œuvre un peu très identifiés. Cette année, il y a la Passion sur Mont-Saint-Jean de Bach, il y a les Vêpres de Monteverdi. Enfin, on essaye d'avoir à la fois des concerts qui balayent un public assez large et des non-spécialistes, et puis des moments de découverte un petit peu plus ciblés, un peu plus original, un peu plus risqués en termes de programmateurs, quoi. Là, il va y avoir des polyphonies géorgiennes cette année. Enfin, mais pour que vraiment à la fois on satisfasse un public très large, un public d'habitués, un public local aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens des alentours qui viennent, et en même temps être assez pointu sur quelques manifestations. Et c'est cet équilibre-là qu'on essaye de redonner un petit peu. On fait vivre cette maison, on serait dans une ville, on serait à Auxerre, on serait à Dijon, on serait à Strasbourg, on serait dans une autre dynamique, mais ici, notre responsabilité à nous, c'est aussi que l'offre artistique, elle corresponde au public de Vézelay. Si à un moment, peut y avoir une action du culturel et du tourisme liée, je pense que on peut la jouer à la fois sur la programmation et sur la manière dont on travaille ensemble à l'intérieur du village, quoi, aussi. C'est un plus au niveau des habitants aussi, quoi. Oui, puis une cohérence d'ensemble. Oui. Tant mieux si cette maison peut aussi servir dans ce sens-là sur le territoire, c'est déjà pas mal. Ah oui, certainement, oui. À travers les siècles, Vézelay a su se renouveler. Des premiers pèlerins aux moines franciscains, de la littérature au vin, la colline éternelle garde la main sur son histoire. Son secret réside peut-être dans la force qu'y trouvent ses habitants, qui, chacun à leur façon, ont apporté et apportent toujours leur petite pierre à l'immense édifice. Anne-Marie, Roger, bonne dégustation encore à vous tous. Et servez-vous largement, c'est maintenant que ça se passe. Leurs différences ont fait la richesse de ce lieu qui les rassemble, qui attire, qui parfois bouleverse, mais qui ne laisse personne indifférent. On dit qu'à Vézelay, qui sait lire dans la pierre pourra y lire comme dans un livre. Cette cité n'appartient à personne et elle se grandit de tous ceux qui la traversent.
Artistes, croyants et non-croyants, résidents ou simples visiteurs, Vézelay reste la colline aux 1000 visages.